Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. L'aventure d'un risque pris n'aurait pas pu avoir lieu sans le travail matériel, créatif, la vaillance, l'humour, la civilité de cœur des membres du collectif des '. Organisation, du comité scientifique, du collectif de philosophie orale, plus de 30 personnes, du travail de Stéphanie Barial qui a assumé la responsabilité administrative, des partenariats, des hôtes qui ont accueilli des participants à Lausanne et de la réflexion active, orale puis écrite, des contributrices et contributeurs à ces actes et des participantes et participants au colloque. Un remerciement spécial aux 4 personnes du projet www.savoirlibre.ch qui ont mis en ligne des interventions et effectué des interviews de participantes, aussi mises en ligne sur leur site. Le colloque international de Lausanne 2010 aurait été impossible sans l'appui du Fonds national de la recherche scientifique, FNSRS, de l'Institut d'études politiques internationales, IEPI, et du décanat de la Faculté des sciences sociales et politiques, SSP, de l'Université de Lausanne, du service de lutte contre le racisme, département de l'Intérieur, Confédération suisse, des départements de la formation et de la jeunesse, DFJ, de la santé et de L', Action sociale DSAS, du canton de Vaud, de la Fondation Prévention Santé FPS, Neuchâtel, de la Fondation Antenna Technologies Genève, d'une donation anonyme. Les actes n'auraient pas pu être publiés sans l'appui de la Fondation Prévention Santé, FPS, la Société académique vaudoise, SAV, Fondation Gruninger, Saint-Gall, une donation anonyme. Que toutes et tous soient chaleureusement remerciés. Illustration de la couverture, Volcan peinture, Jos Venturelli peintre chilien 1972. Graphisme couverture Stéphanie Cassel. Préparation du manuscrit, Marie-Claire Caloz-Chop, Stéphanie Barial, Christine Wyss, Salomé Luz, Jane Seligman, Sabine Caloz. Travail multimédia, Omar Odermatt responsable, Nils Moussu, Constance Lambiel et Elia Duvoisin, www.savoirlibre.ch. Le vieux monde. Au flot c'est bien. Descends maintenant. Il le faut. Jamais ton flux encore n'était monté si haut. Mais pourquoi donc es-tu si sombre et si farouche? Pourquoi ton gouffre a-t-il un cri comme une bouche? Pourquoi cette pluie âpre et cette ombre et ces bruits? Ta vague monte avec la rumeur d'un prodige. C'est ici ta limite. Arrête-toi, te dis-je. Les vieilles lois, les vieux obstacles, les vieux freins. Ignorance, misère et néant souterrain. Où meurt le fol espoir, bagne profond de l'âme. L'ancienne autorité de l'homme sur la femme. Le grand banquet, muré pour les déshérités. Les superstitions et les fatalités. N'y touche pas, va-t'en, ce sont les choses saintes. Redescends et tais-toi, j'ai construit ces enceintes. Autour du genre humain et j'ai bâti ces tours. Mais tu rugis toujours, mais tu montes toujours. Tout s'en va pêle-mêle à ton choc frénétique. Voici le vieux missel, voici le code antique. L'échafaud dans un pli de ta vague a passé. Ne touche pas vos rois, il est renversé. Et ces hommes sacrés, je les vois disparaître. Arrête. C'est le juge. Arrête. C'est le prêtre. Dieu t'a dit, ne va pas plus loin au flot amer. Mais quoi, tu m'engloutis, au secours Dieu la mer. Désobéis. La mer envahit mon refuge. Le flot. Tu me crois la marée, et je suis le déluge. Victor Hugo. L'année terrible, épilogue. Le poète a écrit ces vers après l'échec de la Commune de Paris. Il peut tuer un homme, mais il ne peut le changer en autre chose. Robert Antelme. Rescapé des camps de la mort, 1957. Dehors, la vallée est noire. Aucun bruit n'en arrive. Les chiens dorment d'un sommeil sain et repu. Les arbres respirent calmement. Les insectes nocturnes se nourrissent dans les prés. Les feuilles transpirent, et l'air se gorge d'eau. Les prés se couvrent de rosée et brilleront tout à l'heure au soleil. Ils sont là, tout près, on doit pouvoir les toucher, caresser cet immense pelage. Qu'est-ce qui se caresse et comment caresse-t-on? Qu'est-ce qui est doux aux doigts? Qu'est-ce qui est seulement à être caressé? Jamais on n'aura été aussi sensible à la santé de la nature. Jamais on n'aura été aussi près de confondre avec la toute-puissance, l'arbre qui sera sûrement encore vivant demain.
On a oublié tout ce qui meurt et qui pourrit dans cette nuit forte, et les bêtes malades et seules. La mort a été chassée par nous des choses de la nature, parce que l'on n'y voit aucun génie qui s'exerce contre elles et les poursuive. Nous nous sentons comme ayant pompé tout pourrissement possible. Ce qui est dans cette salle apparaît comme la maladie extraordinaire, et notre mort ici comme la seule véritable. Si ressemblant aux bêtes, toute bête nous est devenue somptueuse. Si semblable à toute plante pourrissante, le destin de cette plante nous paraît aussi luxueux que celui qui s'achève par la mort dans le lit. Nous sommes au point de ressembler à tout ce qui ne se bat que pour manger et meurt de ne pas manger, au point de nous niveler sur une autre espèce qui ne sera jamais nôtre et vers laquelle on tend, mais celle-ci qui vit du moins selon sa loi authentique. Les bêtes ne peuvent pas devenir des bêtes, apparaît aussi somptueuse que la nôtre véritable, dont la loi peut être aussi de nous conduire ici. Mais il n'y a pas d'ambiguïté, nous restons des hommes, nous ne finirons qu'en hommes. La distance qui nous sépare d'une autre espèce reste intacte, elle n'est pas historique. C'est un rêve SS de croire que nous avons pour mission historique de changer d'espèce, et comme cette mutation se fait trop lentement, il tue. Non, cette maladie extraordinaire n'est autre chose qu'un moment culminant de l'histoire des hommes. Et cela peut signifier deux choses. D'abord que l'on fait l'épreuve de la solidité de cette espèce, de sa fixité. Ensuite que la variété des rapports entre les hommes, leurs couleurs, leurs coutumes, leur formation en classe masque une vérité qui apparaît ici éclatante, au bord de la nature, à l'approche de nos limites. Il n'y a pas des espèces humaines, il y a une espèce humaine. C'est parce que nous sommes des hommes comme eux, que les SS seront en définitive impuissants devant nous. C'est parce qu'ils auront tenté de mettre en cause l'unité de cette espèce, qu'ils seront finalement écrasés. Mais leur comportement et notre situation ne sont que le grossissement, la caricature extrême, où personne ne veut ni ne peut sans doute se reconnaître, de comportements, de situations qui sont dans le monde et qui sont même cet ancien monde véritable auquel nous rêvons. Tout se passe effectivement là-bas comme s'il y avait des espèces, ou plus exactement comme si l'appartenance à l'espèce n'était pas sûre, comme si l'on pouvait y entrer et en sortir, n'y être qu'à demi ou y parvenir pleinement, ou n'y jamais parvenir même au prix de génération. La division en races ou en classes étant le canon de l'espèce et entretenant l'axiome toujours prêt, la ligne ultime de défense, ce ne sont pas des gens comme nous. Eh bien ici la bête est luxueuse, l'arbre est la divinité et nous ne pouvons devenir ni la bête ni l'arbre. Nous ne pouvons pas, et les SS ne peuvent pas nous y faire aboutir. Et c'est au moment où le masque a emprunté la figure la plus hideuse, au moment où il va devenir notre figure, qu'il tombe. Et si nous pensons alors cette chose qui d'ici, est certainement la chose la plus considérable que l'on puisse penser. Les SS ne sont que des hommes comme nous. Si, entre les SS et nous, c'est-à-dire dans le moment le plus fort de distance entre les êtres, dans le moment où la limite de l'asservissement des uns et la limite de la puissance des autres semblent devoir se figer dans un rapport surnaturel, nous ne pouvons apercevoir aucune différence substantielle en face de la nature et en face de la mort, nous sommes obligés de dire Q'. Il n'y a qu'une espèce humaine. Que tout ce qui masque cette unité dans le monde, tout ce qui place les êtres dans la situation d'exploiter, d'asservi et impliquerait par là même l'existence de variétés d'espèces, est faux et fou, et que nous en tenons ici la preuve, et la plus irréfutable preuve, puisque la pire victime ne peut faire autrement que de constater que dans son pire exercice, la puissance du bourreau ne peut être autre qu'une de celle de l'homme, la puissance du meurtre. Il peut tuer un homme, mais il ne peut le changer en autre chose. Robert Antelme, L'espèce humaine, tel Gallimard, 1957, pages 229 à 230. PREFACE, éclat de colère, éclat de monde. André Tauzel. Professeur émérite de philosophie université, CNRS, Nice. Quel chemin pourrait aujourd'hui nous conduire de la colère au courage, et du courage à une création politique capable d'inverser la course à l'abîme de la mondialisation impulsée par le supercapitalisme liquide et réfléchie par cette conception totale du monde qu'est le néolibéralisme? Telle est l'interrogation inquiète mais militante qui parcourt les 7 volumes de ce qui fut un colloque aussi singulier qu'original, conçu et organisé par Marie-Claire Callos-Chop et son équipe, et qui s'est tenu à Lausanne du 23 au 25 avril 2010. Ce colloque en quelque sorte a permis de réaliser une encyclopédie portative des savoirs de résistance à cette course à l'abîme,
et cette encyclopédie s'est constituée en mêlant et hybridant les uns par les autres les témoignages réfléchis d'acteurs sociaux, de victimes des violences de notre monde et les élaborations de spécialistes, chercheurs ou universitaires de tous ordres et de plusieurs nationalités. Ce mixte volontairement impur et fécond a évité tout académisme et a manifesté le simple fait que tous, militants, artistes, chercheurs, étudiants, assistants, étaient unis par la quête passionnée d'une citoyenneté politique, sociale, civile, en mesure de répondre aux défis du siècle. Il fut ainsi rappelé et montré que l'interrogation politique réellement démocratique passe par l'appropriation des savoirs et des expériences des uns et des autres, sans avoir à se soumettre aux préjugés des prétendus compétents. Les compétences ne sont pas la propriété d'une caste autoproclamée comme celle des économistes et des politiciens néolibéraux qui conduit le monde à l'abîme. Pourquoi la colère, qui est une passion ou un affect apparemment négatif, a-t-elle été prise pour point de départ? Pourquoi un tel début qui s'enracine dans une anthropologie des passions tristes? Une raison majeure est à l'origine de ce choix. Elle réfère à notre situation d'époque, celle qui devient de plus en plus intolérable pour des multitudes d'hommes et de femmes. Notre monde est une manufacture de la tristesse. Il produit et multiplie des situations où la puissance d'agir et de penser de ces multitudes est toujours davantage entravée, limitée au-delà de ce qui est historiquement justifiable, voire souvent détruite. Notre monde, si la catégorie de monde renvoie à l'espace commun produit par les hommes pour être habitable par eux, pour abriter leur existence, pour permettre leur manifestation finie, est devenu un non-monde, comme l'avait compris Hannah Arendt en reformulant un thème heideggerien, en interrogeant notre être en commun non pas du point de vue d'une existence authentique définie comme être pour la mort mais depuis la perspective de la naissance et du commencement. Ils sont nombreux et nombreuses, ces hommes et femmes qui ont des raisons de se mettre en colère. Une simple recension de sens commun est éclairante. Elle inclut une pluralité de colères, celle de tous ceux et celles qui sont exclus du monde, rejetés dans la pauvreté ou l'exil, celle de tous ceux et celles qui doivent vivre comme un privilège le fait d'être exploités par un capital voué à la reproduction aveugle de son impératif d'accumulation de profits, celle de tous ceux et celles qui sont privés de ce triste privilège et se voient condamnés au rang infâme d'humains devenus superflus, celle de tous les acteurs réduits à être des victimes de la guerre globale, des racismes et des états de guerres endémiques qui montent les unes contre les autres, des populations qui se divisent souvent en majorités prédatrices et minorités condamnées à des luttes identitaires sans issue véritable, celle de tous ceux et celles qui assistent sans pouvoir résister encore à la dédémocratisation rampante des régimes occidentaux et à la négation sournoise des droits civils, sociaux et civiques, celle de ceux et celles qui subissent dans l'impuissance la dévastation d'une terre qui, transformée par elle hubris du non-monde, sanctionne ces démesures en rendant de plus en plus problématiques et inégales les conditions de la reproduction de notre vie en ce non-monde. Aujourd'hui sont massives et diverses les raisons de la colère. Sonne, sans dimension théologique aucune, dans l'immanence du non-monde, l'heure la colère, l'heure d'un dies irae terrestre. Aujourd'hui est jour de colère, d'une colère qui saisit tous ceux et celles qui subissent, qui se sont engagés dans les résistances à cette catastrophe, et qui tous deviennent désenragés parce qu'ils sont saisis par l'impuissance à inverser le cours des choses alors qu'il y a urgence à supprimer les maux qui affectent notre être en commun sur cette terre. Ceux-là ne peuvent pas d'abord et nécessairement ne pas haïr ceux-là même, et ceux qui causent ce mal. L'effort pour causer du mal à celui que nous haïssons s'appelle colère, ira. Dite avec sa concision réaliste Spinoza, Éthique 3, définition des affects, définition 36. Il est normal, juste, en ce sens d'ajustement à une condition historique, que la colère éclate un peu partout, qu'elle explose en des éclats de plus en plus vifs et qu'elle stimule à réagir, qu'elle en appelle à l'action, à la résistance, à la désobéissance civile, voire à l'insurrection, pour ne pas dire révolution. Il serait toutefois sommaire et dangereux de s'en tenir à ces coups d'éclat. La colère ne peut s'en tenir à l'évidence de son sentiment, de son ressentiment. Elle doit se réfléchir comme passion triste dans un triste monde et transformer ce triste savoir éprouvé en savoir des causes qui la produisent et en savoir des raisons qui en font une juste colère. Juste au sens cette fois de colère justifiée, argumentée et comme prouvée. Abandonnée à elle-même, la colère est en effet une forme développée de la haine que nous éprouvons. Imaginons à l'encontre de tout ce que nous jugeons faire obstacle à notre puissance d'agir, et elle s'inscrit dans le cycle des réciprocités négatives de cette haine en se faisant jalousie, ressentiment,
vengeance inexpiable jusqu'à la mort de l'ennemi. On sait comment la pensée aristocratique qui peut aussi se faire réactionnaire a stigmatisé la colère comme ressentiment des faibles, désir des vaincus de la vie refusant les inégalités, rancune de tous ceux qui sont incapables de construire un ordre humain d'excellence. De Nietzsche à Sloterdijk, la critique de la colère des faibles est un lieu commun qui s'associe à la critique de toute croyance ontothéologique dans un Dieu unique et vengeur supposé gager la banque de la colère. Si cette critique ne peut être acceptée en ce qu'elle entend ôter aux vaincus de l'histoire le droit de s'insurger contre tout ce qui a anéanti leur puissance d'agir, leur dignité et leur existence, elle pose de biais le problème crucial qui fut celui de la pensée politique, notamment de Spinoza. Parvenue à son paroxysme, la haine qui est un affect de la politique et de la vie sociale devient politiquement inconvertible et a pour horizon la transformation de la politique en guerre à mort, la destruction des ennemis qui finissent par être déqualifiés, déspécifiés en tant qu'humains et être rejetés dans l'espèce des bêtes sauvages, pas même de l'inhumain, mais du non-humain. Cette possibilité n'est pas sans exemple historique. Le nazisme et lui particulièrement, a actualisé cette haine totale, meurtrière et génocidaire. Il a pu le faire en s'appuyant sur la haine de masse qui imaginait que les juifs, les communistes, les démocrates et quelques autres étaient les causes réelles de leur misère et de leurs maux, et qu'en conséquence ils devaient être les objets de leur juste colère. Tout le problème est alors de distinguer la juste colère qui sait trouver et faire valoir des raisons à une expérience, qui est d'abord vécue dans la sphère de ce que l'on imagine, et la colère surtout imaginaire qui ne peut procéder à la critique génétique de son imaginaire, qui erre sur les causes qui la motivent et se trompe sur les responsabilités humaines. Ce critère immanent de la juste colère distincte de la colère plus ou moins aveugle ou mystifiée, ne peut être déterminé que par un travail minimal de connaissance de la situation historique, des relations sociales ou transindividuelles. Cette situation et ces relations assurent-elles ou non la puissance d'agir et de penser du plus grand nombre ? Seule cette connaissance passionnée, cette passion raisonnée permet d'entamer une conversion de la colère-passion triste en colère-passion joyeuse et à la limite en vertu active de courage, en courage éthico-politique et en invention politique. Il ne faut pas surévaluer la vertu de cette connaissance qui est conscience vécue de l'affect qui dans la vie historique, est toujours partielle et équivoque. Une connaissance plus développée s'impose donc mais elle demeure aussi toujours investie par l'imagination, laquelle peut se tromper dans la recherche des causes de notre impuissance, ne serait-ce qu'en recourant à des explications sommaires par le moyen d'entités abstraites. Cette connaissance peut s'interrompre et la colère peut s'aveugler dans son propre cours, se laisser aller à des explosions de haine destructrices qui ont leur raison que la raison comprend, mais ne peut sanctifier absolument. Ainsi il était impossible ou très difficile de combattre le nazisme et toutes ses horreurs sans haine. Il était aussi nécessaire cependant de mettre un terme à cette haine en ne transformant pas tous les Allemands en monstres haïssables, à éliminer de l'espèce humaine. De même et sur un autre plan, l'explication de la destruction de la puissance d'agir du plus grand nombre par le capitalisme mondialisé n'a de valeur que générique et inaugurale. Elle demeure en suspens de spécifications de situations toujours surdéterminées par la violence contemporaine et ses multiples manifestations. De toute manière, la vie sociale et politique ne peut pas se dérouler dans le milieu d'une connaissance adéquate concernant les situations complexes de conflits reposant sur des relations transindividuelles en mouvement. La connaissance que chaque groupe en conflit prend de ce qui est bon et mauvais pour lui en éprouvant l'affect de colère, n'est pas une connaissance adéquate. Elle relève de la conscience vécue réglée par l'imagination et ne peut en aucun cas supprimer l'affect de colère. Un affect ne peut être contrarié ni supprimé que par un affect contraire et plus fort que l'affect à contrarier. Éthique 4.7. Dans les conflits qui les opposent, les individus et les groupes sont confrontés à l'épreuve de produire un tant soit peu des idées claires et distinctes de leurs affects et de leur situation à partir des représentations imaginaires de ce qui est bon ou mauvais pour eux, et donc de soumettre à la critique généalogique leurs prétentions de juste colère. Un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous nous en faisons une idée claire et distincte. Éthique V3. Individus et groupes en conflit ne peuvent prétendre produire cette connaissance qui ne peut être que partielle, toujours mêlée à des affects réglés par l'imaginaire. Si tel était le cas, la politique et la vie sociale seraient régies par la raison et ses préceptes. Or,
La vie sociale historique demeure prise dans le milieu des passions et de leur imaginaire. Il se trouve seulement que certains individus et certains groupes subissent massivement le poids des dominations et des oppressions, et qu'ils sont contraints à résister et à donner des raisons à cette résistance. Ils ont en ce sens raison de se révolter, même si ces raisons ne sauraient coïncider avec l'idée d'une vie intégrale de raison. Il suffit de montrer que pratiquement la domination et l'oppression sont liées à des situations modifiables et apparaissent à la fois comme injustifiables et superflues. Revenons donc à la juste colère des multitudes diverses qui produisent des raisons de cette colère, et qui sont capables de critiquer la prétention des dominants à dominer et à se mettre en colère contre tous ceux qui leur résistent. La juste colère doit donc se faire docta ira, colère raisonnée et informée de ses raisons d'être. C'est elle qui donne le dynamisme de la résistance, qui passionne le désir de manière enfin active et lui communique la force d'un affect accompagné de raison. Si la politique ne peut être une politique de la raison, elle peut être comprise par une raison qui la reconnaît en sa structure passionnelle et qui en même temps peut agir en politique comme instance rationnelle. Politique et histoire sont soumises à des régimes impurs où coexistent et s'entre-déterminent, complexes passionnels polarisés autour de la joie et de la tristesse et moments de raison pratique. Les discours de la politique surdéterminent toute prétention à la scientificité d'une dimension de rhétorique. La juste colère invente ainsi son mixte de connaissances de la situation faite aux opprimés, d'affects colériques de résistance, de contrôle, auto-critique de ces affects et de référence à la raison comme vie de vertu éthique et politique. En ce sens, la raison est élément et acteur de la politique. Les esprits peuvent toujours devenir actifs et contrôler leur soumission à l'imaginaire. La moindre connaissance des affects prise par l'esprit considéré en tant qu'il agit conçoit ces affects en tant qu'il se rapporte à la joie et au désir. Cette connaissance produit la joie, Éthique 3.59. Cette joie permet à la juste colère de se réfléchir et de se travailler. Elle raisonne et se raisonne, elle raisonne sans pour autant se poser comme savoir total de la situation historique. Elle tire joie et force de ce savoir qui s'investit dans les complexes passionnels imaginatifs et qui donc demeure fragile, rectifiable et impur. Cette joie permet de modérer la haine qui soutient la colère, et autant que possible de l'inverser sans aucune garantie de réussite définitive. Elle permet en quelque sorte de mettre la haine en balance en tenant compte de ses effets destructeurs et autodestructeurs. Elle induit une fluctuation de l'âme qui fait cesser un moment le cycle haineux des réciprocités négatives, et rend possible une inversion du cycle en cycle de réciprocité positive, bases immanentes d'une activité de la raison devenue force pratique. Ce travail de la docta ira sur elle-même a pour horizon immanent sa transformation toujours aléatoire mais réelle en vertu aussi bien individuelle que civile et civique, vertu que Spinoza nomme la force d'âme, fortitudo, cette source de toutes les actions qui suivent des affects se rapportant à l'esprit en tant qu'il comprend. Cette force d'âme se divise en fermeté ou courage, animosita, et générosité, generosita. Tel est le parcours transformateur de la colère au courage, et de ce dernier à l'action politique qui peut permettre de faire monde dans le non-monde. La libre formulation spinozienne que nous en donnons peut avoir son actualité en ce jour de colère, et peut contribuer à libérer ce dies irae de tout apocalypse, de la vengeance purificatrice. Laissons une ultime fois la parole à Spinoza. Par fermeté ou courage, j'entends le désir par lequel chacun s'efforce de conserver son être sous la seule dictée de la raison. Et par générosité, j'entends le désir par lequel chacun sous la seule dictée de la raison s'efforce d'aider tous les autres hommes et de se lier d'amitié. Éthique 3.59 Scoli. Il serait utopique cependant de se donner la garantie a priori de ce parcours qui tente à séparer les conflits de la guerre, et à empêcher la montée de la haine à son extrême de mort. S'il est souhaitable de ne pas laisser s'abîmer ce qui reste d'héritage de socialité, de civilité, de citoyenneté dans le non-monde, il demeure que nul ne peut fixer une fois pour toutes et par avance la frontière poreuse qui sépare le conflit convertible en lutte politique créatrice de monde et la guerre sous ses multiples formes, la reconnaissance de l'adversaire avec qui on peut composer et qui le veut et l'ennemi qui cherche à détruire et qui doit être à son tour détruit. Réfléchir l'urgence d'agir en respectant cette distinction ne garantit en rien contre l'émergence de situations extrêmes où la ligne sera franchie.
Dans ces cas, la raison ne peut rien contre le déchaînement de colères antagoniques si elle ne dispose pas du recours d'une imagination politique, capable de résister à ce déchaînement et d'inventer des formes d'action, des institutions, des pratiques, des rhétoriques et des esthétiques rendant désirable la production d'un monde dans l'abîme du non-monde, une cosmopoiesis qui fasse monde, qui à partir de tout ce monde, que constituent les multitudes redressées par la juste colère fasse un monde. La question politique est bien celle du monde et ce monde ne peut être le monde de l'homogène sous peine d'éclater dans la poussière de demandes de différences guerrières. Ce monde à faire avec les multitudes demeure pluriel. Comment transformer alors les éclats multiples des colères diverses sans les noyer dans l'identique, qui appelle de manière réactionnelle son éclatement en identités adverses, sans les laisser aller non plus à la dérive les unes des autres, à la disjonction sans jonction. Il importe donc que ces éclats de colère tombent sous quelques notions communes, leur permettant tout à la fois de se donner un libre cours et de se réfléchir les uns dans les autres pour converger et faire monde. Seule la demande d'égalité radicale de chacun peut faire fonction d'une notion commune selon une égalité d'analogie. Il s'agit donc de produire des chaînes d'équivalence entre ces colères réfléchies en respectant ainsi leur singularité et en rendant possible une concentration qui leur permet de faire du monde. Mouvement des travailleurs avec ou sans travail, révolte des minorités racisées, résistance des populations superflues à l'apartheid, mouvement antimilitariste et internationaliste, lutte des femmes, combat des écologistes, intervention pour relancer la démocratie processus, se croisent, se contaminent, se séparent aussi, voire s'opposent et se surdéterminent, mais ils sont tous confrontés à la tâche de réfléchir ensemble une composition possible de leur pluralité pour refaire monde commun. C'est là que l'imagination des passions joyeuses pourra trouver son champ d'action à une époque marquée par l'anémie de l'invention politique. Comment organiser une pluralité disjonctive d'éclats de colère de manière à que ces éclats de l'intérieur de leur affirmation produisent le minimum de jonction qui en fera des éclats de monde, non d'un monde éclaté, mais d'un monde commun où chaque éclat fera briller et reconnaître sa singularité, sans subir la domination superflue exercée par les autres, sans exercer lui-même de coercition inutile autre que celle immanente à la finitude de chacun. Comment les relations d'opposition et de composition pourront-elles se faire rapport d'apposition au sein de chaînes d'équivalence et de coopération? Comment les éclats de colère se réfléchiront-ils en éclats de monde? Du monde émerge d'un non-monde? On le voit, ces questions peuvent se décliner tout à la fois sur les registres logiques, ontologiques, politiques et esthétiques. Elles présupposent tout un événement irréductible. Que partout où cela est juste à tous les sens du mot, la colère éclate enfin et se réfléchit sans courage et générosité. La colère mise à l'épreuve de la pensée, construire un outil de travail de théorie politique, introduction générale. Marie-Claire Callot-Chop. Direction du colloque Lausanne, Suisse, 2010. Enseignante, chercheuse en théorie politique et en philosophie. Regardez encore. Ceci est la mer. Le mouvement gigantesque et continu, une sorte d'en avant furieux et effréné des masses, des souffles, des bruits, un tas de montagnes en fuite ayant l'écume pour neige, une inépuisable colère des nuées contre les vagues et des vagues contre les rochers, une poussée horrible de l'ombre contre l'ombre, un cloaque de bave, un râle sans fin. Autant, fun, borée, aquilon, bourrasque, grain, rafale, tourmente, raz-de-marée, coup d'équinoxe, barre, mascaret, ressac, flux et reflux. Agitation à jamais, le bouleversement infini. Un dragon est noué autour du globe et souffle et hurle, le tumulte s'est fait monstre, voilà la mer. Victor Hugo, Philosophie. Les actes du colloque international de Lausanne, avril 2010, sont les traces écrites d'une expérience de réflexion collective et de transmission. Le volcan peint en 1972, juste avant le coup d'État dans son pays par le peintre chilien José Venturelli, illumine la couverture des volumes. Il a été à la fois le spectre d'un 21 septembre 1973 et une réalité avec l'irruption d'un volcan islandais Eyjafjöll, quelques jours avant le colloque. Dans une époque où la peur, la haine coulent dans nos veines et dans celles de la politique, déplacer la passion de la haine sur la colère, en mettant à contribution la pensée, le travail scientifique, le débat pour renouveler nos regards déformés par des préjugés pseudo-scientifiques, racisme, la propagande, n'est pas anodin à un moment où la toile d'araignée du populisme enserre les esprits et les corps. Après la chute du mur de Berlin,
Le mythe de la fin de l'histoire et de la démocratie, 30 ans de DE''SE''Émancipation, la marche en arrière sur un champ de ruines, Walter Benjamin, n'est pas réalisable. Nous ne marchons pas à reculons en acceptant la destruction. Nous ne sommes pas forcément des esclaves aveugles qui, perdus au fond de la mine, ont oublié l'éclat de la lumière, le goût de la liberté, de l'imagination, de la révolte, de la création. Dans une époque où la théorie politique, la philosophie sont appelées à se renouveler pour contribuer à part entière à la construction de nouveaux savoirs, de nouvelles positions, des déplacements épistémologiques, le colloque a visé une qualité académique par l'ouverture à la cité à un large public. La science, la réflexion critique sur le présent et le devenir sont l'affaire de tout le monde. Cela implique des choix dans le travail de formation, de recherche. La théorie politique est produite par de multiples acteurs. Dans les plantations, les usines, les prisons, les cuisines, les bureaux, les commissariats, les centres de rétention, les salles de classe, les queues du chômage, les hôpitaux, les salles de rédaction, la rue, etc. Partout. Où se découvre la puissance des mots, de la pensée, du langage, le fil des métaphores, des concepts. Ainsi se perd, se découvre, se construit la théorie politique et la philosophie. Par le bas, les sens de tous ordres. Elle n'est rien sans l'expérience et sans l'histoire. À partir de là, l'objectif du colloque, entre résistance et création politique, a été de participer à l'élaboration d'une théorie politique, d'une philosophie nouvelle qui ne soit pas la chasse gardée de spécialistes. La pensée appartient à toutes, à tous dans une université libre où le savoir est public. Travail pluriel, ouvert, citoyen. Le défi est de se réapproprier l'activité de pensée, pour penser ce que nous faisons, Hannah Arendt, imaginer la création politique, Cornelius Castoriadis, la traduire dans des actions en contribuant à de nouveaux savoirs, Rada Ivekovic. Nous invitons les lectrices et les lecteurs à découvrir et à expérimenter un très riche outil de travail, 140 textes, à dialoguer avec 150 auteurs dans les 7 volumes présentés. Pour continuer à inventer. Ici. Ailleurs. Autrement. Il nous a fallu trouver une forme de diffusion des traces, des résultats qui permettent de partager plus largement, continuer avec d'autres, dans d'autres lieux, le débat, la formation, la recherche. Une militante nous a ouvert une piste pour la mise en forme des 140 contributions. Plus de 5 millions de signes. Quand je voyage en train, j'ai besoin de livres faciles à transporter et à lire partout. Par ailleurs, la toile d'Internet s'étend, mais tout le monde n'y a pas encore accès. Cependant, une partie du matériel, archives des interventions en plénière et interviews après et sur l'expérience du colloque, est en ligne grâce à un projet indépendant multimédia qui a participé aux travaux du colloque en filmant et en menant à bien des entretiens, dont le responsable est Thomas Rodermatt, à Lausanne. Le prix des 7 volumes a été étudié pour être accessible, grâce à un travail de milice, des subventions publiques et des appuis précieux. Il vise à permettre une large diffusion pour un prix très réduit. Précisons encore que les textes ne sont pas le fait de spécialistes, de bureaucrates ou d'intellectuels spécifiques. Il n'y a pas d'un côté ceux qui témoignent, et de l'autre ceux qui interprètent les témoignages, les utilisent comme un matériau pour construire des théories légitimant des carrières académiques. C'est pour cette raison qu'une partie du travail a été faite dans le groupe de philosophie de parole. Un fil rouge commun tient tous les textes. Il a été demandé à tous les auteurs de réfléchir à partir de leurs pratiques, statuts, expériences très diverses en prenant tous une position commune, tout en travaillant, en parlant, en écrivant, accepter d'engager un travail de décentration et de réflexivité critique. Position difficile à plusieurs égards. Prise en compte très diversement comme on peut le lire. Cette demande simple au premier abord a révélé les interrogations les plus ardues et les plus complexes du colloque sur le statut de la pensée aujourd'hui, sur les rapports entre théorie et pratique, entre politique et philosophie. La publication est une contribution à une théorie politique en action. Elle vise à la fois à présenter une cohérence d'ensemble et une cohérence de chacun des 7 volumes. La colonne vertébrale des 7 volumes est formée par les mots colère, courage, création politique. Le contexte, le cadre, le fil rouge du projet dans l'histoire et l'actualité sont posés, vol 1. Les auteurs de référence choisis sont en priorité, mais pas exclusivement, 6 auteurs des 20e et XXL siècles,
Hannah Arendt, Nicolas Bush, Cornelius Castoriadis, Colette Guillaumin, Rada Ivekovic, Abdelmalek Sayad, Vol 2. Une première question philosophique a fait l'objet d'un travail d'exploration critique interdisciplinaire de l'ancrage de la colère. La colère est-elle une passion politique ? Vol 3. Une deuxième question philosophique a repris l'exigence d'une réappropriation de la philosophie, penser pour résister, Vol 4. Puis les terrains du travail, du chômage, de la migration, du service public, ont fait l'objet d'un travail d'examen critique et de réflexion à la lumière de la colère, Vol 5 et 6. Finalement, une synthèse sous le titre Colère, insoumission, perspective, permet depuis la résistance, la révolution, la création politique, une mise en perspective de l'ensemble du travail et de lutte où il faut durer dans l'incertitude pour résister au démantèlement des droits, tout en ouvrant de nouvelles interrogations pour la recherche, Vol 7. L'extrême richesse et la grande diversité des angles de vue, des apports, des faits, des matériaux invitent à visiter à la fois les 7 volumes et chacun d'entre eux. Chaque volume commence par des extraits qui ouvrent l'imagination, puis succèdent des récits d'expériences et des apports interdisciplinaires plus spécifiques et diversifiés. Les 150 auteurs proviennent de plus de 30 pays, de 5 continents et ont des statuts, responsabilités, fonctions, positions, engagements professionnels, citoyens très divers. Présentons succinctement le contenu et les auteurs de chaque volume. Dans le volume 1 intitulé Colère, courage, création politique, nous partons d'interrogations générales qui ont ouvert le colloque. Une université libre au XXIe siècle ? Pour qui ? Pourquoi le colloque a un sens pour le mouvement de résistance ? Pour ensuite envisager le cadre général des transformations des rapports de pouvoir et de la guerre, violence extrême, déterritorialisation de la guerre, écart abyssaux des inégalités, racisme, etc. Réfléchir à la guerre au carré, pour mettre un terme à la guerre infinie du monde fini ? Quelle menace pour l'intimité ? Où en est la notion de guerre juste ? Ces questions ont été abordées depuis des pratiques de résistance, de responsabilité professionnelle, politique. Elles ont été abordées depuis l'esclavage, l'impérialisme, la situation des femmes, de générations dépossédées par la violence, grand-père paysan, petit-fils déplacé en Colombie, l'expérience de l'exil, la situation de violence en Chine, en Iran, en Colombie, au Chili, en Suisse, depuis le pas de côté des hommes modernes devant l'abîme de l'anéantissement au XXe siècle. Le volume présente aussi le texte d'une pièce de théâtre, Gauche, Jose Lillo, inaugurée lors du colloque de Lausanne. Contribution de Marie-Claire CALOZTSCHOPP, Direction du colloque international, Université de Lausanne, Institut d'études politiques internationales, IEPI, 2010, Mimi requérante d'asile, Suisse. Adéla Martin, assistante sociale et Naïra Martin, étudiante en droit, Genève. José Lillo, metteur en scène, Genève, Jeanne Demont, Julia Batinova, Felipe Castro, Pascal Grava, acteur, Genève, Anne-Catherine Lyon, conseillère des apostrophes. L'État, chef du département de la formation, de la jeunesse et de la culture, canton de Vaud, Suisse. Graziella de Coulon, coprésidente SOLIDARITE 100 FRONTIERES, Berne, membre collectif Droit de rester, Lausanne. Socorro Ramirez, Universidad Nacional, IEPRI Bogota, Colombie. KCHONGGUO, paysan, ouvrier, philosophe, éditeur, exilé après Tiananmen 1989. Elisabeth Joris, enseignante et chercheuse en histoire, Université de Zurich, Suisse. Manuel Hernandez Benavides, écrivain. Professeur Université de Lausanne et U Central Bogota, Colombie. Jamshid Pouranpir, réfugié iranien. Dr Marcelo Vignar, médecin, psychanalyste, Montevideo, Uruguay. André Tozel, professeur émérite de philosophie, CNRS, Nice, France. François Rigaud, professeur émérite Université catholique de Louvain, membre de l'Académie royale, Belgique. Laurent Le YLAVERGNE, professeur de philosophie, Angoulême, France. Léa MOESCH, Master IEPI, Université de Lausanne. Dr Edmundo Gomez Mango, psychanalyste, psychiatre, Paris, France. Dans le volume 2, intitulé 6 auteurs de théorie politique pour le XXIe siècle, H. Arendt, N. Bush, C. Castoriadis, C. Guillaumin, RIVEKOVIC, A. Sayad, ont été présentés des textes et de courts extraits de textes de ces auteurs avec des références utiles. Certains de ces auteurs sont très connus, d'autres ne font pas partie de la circulation des textes, ni des débats en théorie politique.
Et cela d'autant moins quand ce sont des militants et des femmes en provenance des marges, des luttes de nos sociétés. Les 6 auteurs ont été présentés par des personnes qui les ont connus, côtoyés. Elles ont exploré les questions suivantes. Comment ces auteurs ont-ils élaboré une position d'autonomie dans leur travail? Quelles difficultés ont-ils rencontrées? En quoi leurs œuvres sont importantes pour nous faire découvrir de nouveaux objets, de nouvelles démarches dans l'élaboration d'une théorie politique, d'une philosophie, de savoirs nouveaux pour nourrir notre curiosité, construire, tenir une posture de résistance dans le travail intellectuel, la formation, la recherche de toutes et de tous? Contribution de Colette Guillaumin, sociologue, racisme et sexisme, critique de la logique de la différence, Paris, France. Daniel Juteau, professeur émérite, département de sociologie, Université de Montréal, Canada. Monique Wittig, écrivain, France-États-Unis. Nicole Claude Mathieu, ANC. Maître de conférence à l'EHESS, membre du laboratoire d'anthropologie sociale Paris, France. Abdelmalek Sayad, sociologue, Algérie, France. Sabat Chaïb, sociologue, France. Mohamed Karim ABBOUB, psychanalyste, France. Marie-Claire CALOZTSCHOPP, enseignante, chercheuse en théorie politique et en philosophie, Suisse. Nicolas Busch, ancien responsable de Fortress Europe. Fallin, Suède. Brigitta Busch, professeur Institut de linguistique, Université de Vienne, Autriche et Thomas Busch, éditeur publiciste, Vienne, Autriche. Rada Ivek OVIC, philosophe, membre du Collège international de philosophie Paris, France. Jean peut-être MPELE, docteur, sciences politiques U Lausanne et Paris 8, enseignant et chercheur en histoire des relations Nord-Sud, Université de Lausanne, Suisse. François Rigaud, prof, émérite, droit international, Université catholique de Louvain, Belgique. Nikos Iliopoulos, DeepL. EHESS et Doc. Sociologie, Université de Paris 10 Nanterre, France. Fabien Delmotte, doctorant au Sophiapol, Université Paris-Nanterre La Défense, Paris. Antoine Cholet, Centre d'histoire des idées politiques et des institutions, CHIPI, Université de Lausanne, Suisse. Nicolas Poirier, professeur de philosophie lycée Montesquieu, Herblay, docteur sciences politiques Université Paris 7, chercheur associé laboratoire Sophiapol, Université Paris-Nanterre La Défense, Paris, France. Dans le volume 3 intitulé La colère, une passion politique, les apports ont été élaborés à partir de questions de la politique et de la recherche en philosophie contemporaine. Qu'est-ce que la colère quand on la confronte à la justice, au socle de l'égalité, à la dynamique de la soumission et de l'insoumission et à la résistance? Colère de qui? Comment et pourquoi sommes-nous en colère? Comment lire la colère prise entre explosion qui fait peur et impuissance, manque de souffle, desaliento qui angoisse? Pourquoi la colère est-elle un tabou, comme la guerre pour la pensée? Quel statut la philosophie, la psychanalyse, l'histoire, les sciences sociales donnent-elles à la colère? Quel lien entre la colère et la haine ciblée par les luttes antiracistes? Entre la colère et la violence? Entre la colère et la guerre? Entre la colère et le courage? Quand sont subies la domination, l'exploitation, la violence, la guerre? La colère est-elle une passion politique légitime, ou une simple explosion volcanique à éteindre? Après Aristote, Spinoza, la colère ferait-elle partie d'une nouvelle typologie, grammaire des passions politiques? À quelles conditions? La colère peut-elle être une passion politique d'émancipation? Les textes écrits depuis des expériences concrètes de colère de professionnels, depuis une réflexion philosophique, poétique apportent des matériaux précieux d'analyse. Contribution de Marie-Claire CALOZTSCHOPP, dire. Colloque Université de Lausanne, IEPI, 2010, enseignante, chercheuse en théorie politique et en philosophie, Suisse. Libéraux ZUPPIROLI, professeur, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, Suisse. Rina Nissim, naturopathe, auteure-éditrice, Genève, Suisse. Farina Fassa, professeur titulaire, Université de Lausanne, Suisse. Manuel Mauer, philosophe, Université de Buenos Aires et Paris 12. Et Maria Lucila Pelento, psychanalyste, Association des psychanalystes d'Argentine, APA. Christiane Voller, membre du comité de rédaction des revues Pratiques et Chimères, professeur de philosophie, France. Muriel Gilbert, docteur psych, maître d'enseignement et de recherche, Institut de psychologie, Université de Lausanne, Suisse. Andrea Oliveira, anthropologue, assistante Université de Lausanne, Suisse et Fabian Dos Santos, communicateur social, chercheur indépendant, Uruguay.
Marianne Ebel, enseignante, Neuchâtel, Suisse et Pierre Fiala, enseignant-chercheur, Paris, France. Édouard Delruel, professeur de philosophie, Université de Liège, dir adjoint du Centre pour l'égalité des chances, Bruxelles, Belgique. Jean-Marc Frid, LENDER, sociologue, chargé de recherche temporaire Centre OCEM Lyon, France. Valérie Gérard, École normale supérieure, Paris, chercheur, Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, Reims, France. Lucas Gonzalo Martin, chercheur, professeur de théorie politique, Université Buenos Aires, CONICET, Argentina. Charles Romain MBELE, Université de Yaoundé, Cameroun. Fernando Carvajal Sanchez, chargé d'enseignement faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, FPSE, Université Genève, Suisse. Christopher Pollmann, professeur des universités, Université Paul Verlaine, Metz, France. Dans le volume 4 Penser pour résister, il est question du travail de sape idéologique, de DE accent aigu SE accent aigu émancipation imposée, d'attaque de la pensée, de tentative d'étouffement de la conscience sociale et de la place de la pensée dans la résistance. De lutte et de position autour des mots, de la pensée, de l'imaginaire. Il est question des intellectuels, de l'objectivité, de la propagande et du contrôle de l'esprit public, des sciences humaines et sociales prises entre soumission, détournement et affranchissement. Entre savoir oppresseur et savoir libérateur. Il est question des luttes de l'imaginaire et aussi de l'enfermement de l'activité de pensée dans les catégories, les contraintes institutionnelles, les refus de l'histoire, y compris quand il concerne les femmes et leur place dans la construction du savoir. Il est question de l'étrange parcours dans la Révolution, la résistance, entre expérience et conceptualisation. Comment se pensent les révolutions? Comment les penser? Comment décrire la recherche comme le pari d'une perpétuelle dynamique d'affranchissement? Comment se réapproprier la puissance de la pensée d'émancipation pour résister? Contribution de Jacques Bouvresse, professeur au Collège de France, Paris, France. Anna Miel, professeure et chercheuse de philosophie, Marseille, France. Frédéric Néra, chercheur en philosophie, France. Abdon Ngoma, doctorant en philosophie, Université catholique de Louvain, Belgique. Sonia Floret, docteur en lettres, professeure formatrice à Lausanne, Suisse. Fatima SISSANI, journaliste, France. Urs Marty, professeur titulaire philosophie, Université de Zurich, Suisse. Linda Goebler, sociologue, Suisse. Marion O. CALLAGAN, sociologue, ANC. Directrice du département des droits de l'homme à l'UNESCO, Trinidad et Tobago. Luc Legout, maître de conférence, Institut de démographie Université Paris 1, chercheur associé Migrinter, UMR 6588 CNRS, Paris, France. Erkia LMOSSADEQ, professeur Université Mohamed V, Rabat, Fac. Des sciences juridiques, économiques et sociales, Maroc. Charles HEIMBERG, historien, didacticien de l'histoire, chargé d'enseignement Université de Genève, Suisse. Varnita BAGCHI, assistant professeur in literaris studies, Utrecht University, Hollande. Simona Tersini, maître de conférence sociologie, Université de Rennes 2, France, et Brigitte Fichet, maître de conférence sociologie, Université de Strasbourg, centre de recherche et d'études en sciences sociales, France. Gérard Danou, docteur en médecine, docteur S-lettres, HDR, chercheur associé, Université Paris Diderot, Paris 7 et Cergy-Pontoise, France. Philippe GOTTRAUX, enseignant et chercheur en sciences politiques, Centre de recherche sur l'action politique, CRAPULIEPI. Université de Lausanne, Suisse. Basile Perret, chercheur en sciences politiques, Université de Lausanne, Suisse. Jean Roblin, professeur émérite, philosophie, France. Dans le volume 5 Résister dans le travail et dans la migration, la colère est envisagée sur le terrain du travail et de la migration. Ces deux domaines de la vie sociale sont étroitement liés, contrairement à l'habitude de focaliser le débat sur la migration, les étrangers. Dans la mondialisation, les enjeux et les responsabilités en matière d'emploi et de chômage et aussi l'utilitarisme migratoire et l'externalisation des frontières sont décrits. Les auteurs réfléchissent depuis les transformations du marché international du travail et les transformations du pouvoir et de la guerre après le XXe siècle. Qu'y a-t-il de commun entre les politiques du travail, du chômage, de la migration, du droit d'asile aujourd'hui? Les 32 contributions décrivent des mécanismes d'exploitation, de surexploitation, de répression, de violence à l'œuvre dans l'ensemble de ces politiques, leurs causes, leurs conséquences. Les auteurs décrivent des formes que prennent les luttes aujourd'hui.
La perspective de l'autonomie donne sens aux luttes des chômeurs, des petits paysans, des femmes migrantes, majoritaires dans la migration aujourd'hui, des requérants d'asile, des sans-papiers. Contribution de Françoise Burgy, secrétaire, Nyon, Suisse. Maïga Valentina HEMMELERMAIGA, permanente syndicale, syndicat paysan unitaire suisse, Morgane KUEHNI, Alain Simon, Laetitia PIZZOLATO, Christine Donofrio, Pauline Grosset, Philippe Badan, Victor VOUTAT, Association de défense des chômeuses et chômeurs, ADC Lausanne, Suisse, Patrick Taran, spécialiste principal des migrations, Bureau international du travail, BIT, Genève, Suisse, Jean-Michel Doliveau, avocat, député, Lausanne, Suisse, Ranabir SAMADDAR, Calcutta Research Group, Inde. Marlise Pouchol, HDR en économie, Université Reims, Laboratoire Dunkerque, France, Elma HADZIKADUNIC, DeepL. Sciences politiques, Université de Lausanne, Suisse, Nicolas Bell, Forum civique européen, Suisse, Alessandra SCIURBA, rédactrice site Melting Pot, membre Migre Europe, auteur de Campi di Forza, Italie, Sandro MEZZADRA, prof, Université de Bologne, Italie, Alain Maurice, anthropologue, Université Paris Diderot, membre Migre Europe, France, Karine POVLAKIC, juriste, Lausanne, Suisse, Françoise Kopf, Lit. Sciences sociales, coordinatrice de l'association SOS Racisme, Soleure, Suisse, Dr Bertrand Piret, psychiatre, psychanalyste, Strasbourg, Sabine Masson, Pierrot Foucault, Oblin Ouandji, Lucas Pida, Ariel MENDIMI, Mounardia Obaro, Ibrahim Sis, Bakary Sissoko, militant ELS du collectif Droit de rester, Lausanne et coordination ASILEMIGRATION, Vaud, Suisse, Abderrahim Bourkia, doctorant Centre marocain des sciences sociales, Université Hassan II, Casablanca, Maroc, Serena Galina et Michaela REGHELLIN, étudiante, Master Immigration, Université Ca' Foscari, Venise, Italie, Alejandra BRAVOSIEBEL, psychologue, psychothérapeute FSP, Suisse, Anne Kao, illustratrice, Dr Patrick Spies, médecin au centre de rétention de Geispolsheim, France. Dans le volume 6 Résister dans le travail de service public, le démantèlement du service public, santé, sociale, éducation, formation, recherche, information, etc., est analysé depuis la colère. Comment les professionnels du service public, travailleurs sociaux, journalistes, enseignants, chercheurs, responsables de services, personnel de santé et même personnel d'ONG, expérimentent-ils la colère dans leur travail? Comment vivent-ils leur colère dans le travail au quotidien? Colère rentrée ou colères explosives, silence, renoncement ou courage de dire non et attraper un petit bout de la queue du dragon? Pourquoi sont-ils désemparés, découragés, vaillants, insoumis? Comment pratiquent-ils l'art de résister? Les récits, les descriptions des 24 professionnels apportent des éclairages puissants et divers sur leurs responsabilités, leurs doutes, leurs convictions, leur réappropriation de l'autonomie de pensée, leurs pratiques de ruse, souvent paradoxales pour trouver un sens à leur travail et sauvegarder le service public. Contribution de Barbara Cassin, directrice de recherche, CNRS France. Diane Gilliard, journaliste, Lausanne, Suisse. Thierry Prodon, Léa Ross et Sébastien Ross, enseignants littérature et philosophie, Genève, Suisse. German Osorio, réfugié colombien, secrétaire du Parti ouvrier populaire, POP, et Christine Wyss, travailleuse sociale, Neuchâtel, Suisse. Charles CHALVERAT, professeur HESSO, responsable formation continue sociale santé HESSO, Lausanne, Suisse. Thierry Gutknecht, travailleur social, étudiant philosophie histoire contemporaine, Fribourg, Suisse. Laure Françoise VONNEZ, éducatrice sociale, service psychiatrie psychothérapie enfants-adolescents, Fondation du Nant, Vaud, Suisse. Cécile HRENSPERGER, responsable accueil des migrants, Vaud, Suisse. Brigitte Fichet, maître d'enseignement et de recherche, Université de Strasbourg. Mohamed Karim ABBOUB, psychanalyste, Paris. Jean-Claude METRAUX, pédopsychiatre, chargé de cours, Université de Lausanne, Suisse. Dr Luc Michel, psychiatre psychothérapeute FMH, enseignant faculté de biologie-médecine, Université de Lausanne, UNIL, médecin adjoint département psychiatrie CHUV, hôpital public, Lausanne, Suisse. Dr Antoinette Corboz-Warnery, médecin psychiatre psychothérapeute FMH, Lausanne, Suisse. Maris JECKERPARVEX, professeur formateur HESSO, Fribourg, Suisse. Sonia de Vargas, professeure en Education, Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brésil.
Denise Bergeron, Carole Bohanne, Armel Gardien, Richard Moyon, Nathalie M', Delamounier, Jeannette Vallance, enseignant, Réseau Education sans frontières, France. Alexandre Piètre, doctorant sociologie politique, CSPRP, Université de Paris 7, Ater Sociologie urbaine, Université d'Évry, France. Bernard Ours, anthropologue, France. Dr Maren ULRICKSEN, médecin, psychanalyste, Montevideo, Uruguay. Dans le volume 7 intitulé Colère, Insoumission, Perspective, un texte de Cornelius Castoriadis et la première contribution ouvre les feux sur le Paris incertain de la Révolution. Depuis quel déplacement, perspective politique, philosophique, épistémologique, la question de la Révolution peut-elle être envisagée comme une question à remettre sur la table de la théorie politique, de la philosophie aujourd'hui? Quels mots, quelle démarche allons-nous inventer après le siècle des révolutions, les implosions, les reculs? Quand la colère vient au secours du droit, on assiste à des renversements de paradigme dans les sciences sociales. En effet, comment le fait de résister au démantèlement des droits, de penser ensemble le droit et la désobéissance, le sujet en lien à la créativité politique bouscule-t-il la pratique et la théorie du droit? Que nous apprennent les écueils d'expérience accumulés dans les pratiques au jour le jour et dans la durée de la résistance politique? Que nous apprennent des récits de héros ordinaires? Que nous apprennent les artistes? Que nous apprend l'édition militante? Pour construire l'intelligence du collectif, quel rapport construire aujourd'hui entre théorie et pratique pour se réapproprier des espaces intimes et publics d'autonomie dans la construction des savoirs? Autant de questions où suivre les 25 auteurs. Contribution d'Ortrud Anicéoloff, galeriste, Yverdon, Suisse. Aristide Pedraza, syndicaliste, Lausanne, Suisse. Afra Weidmann, militante droits humains, mandataire procédure d'asile, Observatoire suisse de la loi d'asile et des étrangers, Zurich, Suisse. Eminence Maza, fille de réfugiés aérois expulsés de Suisse après 20 ans de séjour de Suisse. Léonard et Bernadette Morand, enseignants, comité de soutien à la famille Maza, Genève, Suisse. Salomé Luz, assistante sociale retraitée, membre Mouvement de la paix, écologie, questions sociopolitiques, Berne, Suisse. Marie-Rose Genoux, religieuse, enseignante, Sion, Valais, Suisse. Olga Gonzalez, docteur en sociologie EHESS, Paris. Janine Altunian, essayiste, traductrice, Paris. Andrés Pérez, Marie-Andrea Pérez González, Maria Idea LIDES, réfugié colombien, Suisse. Alexis Cuquier, édition La Dispute, allocataire moniteur philosophie Université de Nanterre, Paris. Alain Oriot, éditeur édition du Croquant, France. Luis Alberto Restrepo, cofondateur du CINEP, Bogota, Colombie. Jocelyne Haller, assistante sociale, membre de Solidarité Genève, Suisse. Christophe Tafelmacher, avocat et militant, Lausanne, Suisse. Laureline Fontaine, professeure Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, directrice du CRDFE, Bertrand Ogilvy, enseignant, chercheur en philosophie, Paris. Raphaël Ramu, Observatoire Sciences Politiques Société, Université de Lausanne, Suisse. Philippe Schweitzer, auditeur, Université de Lausanne. Dominique Veil, professeur émérite, Université de Strasbourg. Cicéro Egli, artiste plasticien, vidéaste, curateur indépendant, Genève, Suisse. Jean-Michel Doliveau, avocat, Lausanne, Suisse. La table des matières des 7 volumes à la fin de chaque volume présente à la fois les textes des actes et la table des matières des archives en ligne. Plénière. Plus interviews effectuées sur le colloque par www.savoirlibre.ch. Prendre la parole pour témoigner. Vivre entre colère, espoir et désespoir. Mimi, requérante d'asile, Suisse. Entretien effectué et retranscrit par Graziella de Coulon. Responsable du groupe Philosophie orale, du colloque. Mimi est une jeune requérante d'asile, ressortissante du Cameroun. Ella a déposé sa demande d'asile en 2005. Elle a été attribuée au canton de Vaud. Depuis, elle vit à Lausanne. Sa demande d'asile a été refusée. Elle a fait recours contre cette décision, et elle attend toujours une réponse du tribunal administratif. Elle est soumise au régime de l'aide d'urgence, logée dans une chambre d'un immeuble de l'EVAM, établissement vaudois d'accueil des migrants. Elle est interdite de travail et elle n'a que FR 9.50 par jour pour vivre. Qu'est-ce qui t'a fait quitter le Cameroun, ta famille, ton village, tes amis?
Je vivais avec ma famille dans un village de la campagne camerounaise. On était très pauvres, on ne mangeait pas toujours à notre faim. C'est la situation de beaucoup de personnes en Afrique, mais pour moi ce qui me tracassait le plus c'était le manque d'espoir de voir ma situation changer. Et pourtant je voulais que ça change. Je n'ai jamais pu aller à l'école, parce que ma famille n'avait pas l'argent pour m'envoyer. Il fallait payer. Comment m'en sortir alors que j'étais analphabète? Je ne savais pas lire, je ne savais pas compter, je ne savais pas communiquer. J'ai beaucoup souffert de ce manque, j'étais en colère et j'ai décidé que mes frères et sœurs n'auraient pas vécu la même chose. J'ai décidé que j'allais les sortir de ce destin. Tu étais très jeune. Qu'est-ce qui t'a donné la force de te rebeller à cette situation? Je savais que l'instruction aurait pu aider mes frères et sœurs, et j'ai décidé que je devais trouver un travail. J'avais la force pour travailler, mais où trouver du travail? Dans mon village, j'ai rencontré une femme du Gabon qui faisait du commerce. Elle m'a proposé de m'amener au Gabon et de me donner un travail dans sa société. Pour la première fois, je passais du désespoir à l'espoir. J'ai cru que c'était une chance à ne pas laisser tomber, et je l'ai suivie. À ma grande surprise, le travail qu'elle m'a proposé c'était la prostitution. Je suis devenue son esclave, enfermée dans une maison pendant 6 mois, sans pouvoir sortir. J'ai lutté comme j'ai pu, je me suis bagarrée, j'ai reçu des menaces de mort. Je n'avais plus aucun document. Je sentais à nouveau la même colère en moi, et je savais que je devais faire quelque chose. En Afrique, on a la force naturelle de réagir. Je pensais que toute chose a un début et une fin. Il faut avoir le courage, sans courage on n'a rien. Je m'accrochais à cet espoir, il peut y avoir un miracle. J'ai compris que mon seul espoir c'était de me confier à un homme de passage. Je l'ai fait, et c'est grâce à lui que je me suis enfuie de cet enfer. C'était un miracle. À ce moment-là, pourquoi ne pas retourner au Cameroun? J'avais envie de retourner, mais retourner c'était comme renoncer à mon projet, à ma volonté de sortir mes frères et sœurs de la misère. Je devais persister. Je savais que j'avais la force de travailler, d'aider les gens. Le monsieur m'a proposé de m'emmener en Europe, où j'aurais pu trouver un travail. Je ne savais pas ce que c'était l'Europe, je ne connaissais rien. J'ai dit oui, et j'ai voyagé pendant presque 1 mois caché dans un caisson sur un grand bateau. J'ai traversé la mer, mais je ne l'ai pas vu. Quand il m'a sorti du caisson de marchandises, il m'a dit qu'on était en Italie. J'ai regardé autour de moi, que des blancs qui parlaient une langue jamais entendue. J'ai erré désespéré pendant des heures. Je ne sais même pas aujourd'hui dans quelle ville j'étais. Quoi faire, où aller? Le monsieur du bateau m'avait donné un peu de sous. Je me suis dit que je devais profiter de ce nouveau départ dans ma vie. J'ai beaucoup prié. Finalement, j'ai trouvé le courage de rentrer dans un café. Seule femme noire entourée de blancs. Je devais trouver une solution. J'étais jeune, jolie même si très maigre et triste. Une fois de plus un homme m'a approché. Je me sentais très mal. Je ne savais pas à l'époque que j'étais déprimée. C'est ici en Suisse que les médecins m'ont expliqué que mon mal était la dépression. Je suis partie avec lui à nouveau pleine d'espoir, c'était peut-être la bonne foi. Il était gentil. Il m'a amenée en Suisse. Encore quelque chose d'inconnu. Et toujours cette révolte en moi contre mon ignorance, contre l'impossibilité de comprendre, de lire, de communiquer. Toujours cette impuissance. Arrivée en Suisse, je suis restée presque 2 ans à nouveau esclave de l'homme qui m'avait aidée. À nouveau renfermée dans une maison, sans possibilité de sortir, sans permis. J'ai beaucoup souffert, mais je n'ai jamais renoncé à mon projet. Finalement un jour les choses ont changé. Il m'a dit que je pouvais demander l'asile. Il m'a emmenée à Kreuzlingen pour déposer ma demande d'asile. À ce moment-là, as-tu compris ce que tu allais faire? Savais-tu ce que signifiait demander l'asile? Je ne savais rien mais j'étais pleine d'espoir. Il m'avait dit que je pouvais avoir un permis pour rester, pour travailler. À l'audition, j'ai raconté toute ma vérité. Je pensais qu'avec tout ce que j'avais vécu, finalement les autorités pouvaient m'aider. Mais j'ai tout de suite été classée immigrée économique, et j'ai tout de suite eu un refus d'asile, et j'ai reçu un ticket de train pour retourner d'où je venais. Seule,
Désespéré, j'ai erré à nouveau en Suisse pour finalement tomber dans les mains de la police à cause d'un contrôle dans un train. J'ai fini en prison à Lausanne, on me libère et on me donne une chambre dans un centre pour requérants ES d'asile. Pendant toutes ces années depuis ton départ du Cameroun, tu étais dans une situation de dépendance, voire d'esclavage. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Depuis que je fais partie du groupe Droit de rester, ma vie a changé. Avant, je ne savais pas que je pouvais parler, dire les choses. Je ne savais pas qu'on pouvait pleurer. Je pensais qu'il fallait tout garder dedans. J'ai été très mal. J'ai dû faire des séjours en hôpital psychiatrique, les médecins m'ont aidé. Maintenant, l'espoir est revenu. Je me sens en sécurité, même si je n'ai toujours pas un permis. J'ai atteint un de mes buts. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.